Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022, un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants qui nous donnent des visages personnels derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Bonjour, aujourd'hui il sera question d'apprentissage de la langue anglaise en français. Nous vivons dans un monde de plus en plus multilingue et multiculturel. Alors l'anglais, c'est la langue officielle de 67 pays. C'est une langue qui permet de communiquer à l'international, ce que le British Council appelle une lingua franca ou langue vernaculaire. Daniel, mon invité d'aujourd'hui, a été étudiant international dans le contexte de l'apprentissage de l'anglais et nous allons voir comment Dieu allie l'utile à l'agréable, l'étude linguistique à la mission. Daniel, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de t'interviewer. Alors, tu es allé en Asie du Sud-Est. Est-ce que tu peux nous donner les raisons qui t'ont amené à partir dans ce pays? Bonjour Hans, je suis heureux d'être là, c'est un plaisir de pouvoir participer. Alors ce qui m'a conduit à aller là-bas, c'était que j'étais dans une période de transition et j'ai voulu profiter de ce temps-là pour améliorer mon anglais, même si je le parlais déjà en partie avant de voyager. Mais puisque je suis en relation avec beaucoup d'internationaux, je voulais aussi une expérience plus immersive et qui me permette de développer mes compétences linguistiques, mais aussi d'avoir une expérience à l'étranger d'une manière en tout cas plus concrète et plus forte que ce que j'avais connu jusque-là. Alors vraiment pour parler de l'anglais, je peux dire que voilà, c'est très pratique d'être à l'aise en anglais dans le monde aujourd'hui et je pense que la plupart de nos auditeurs sont au courant de cela déjà. Mais je dois dire que même en France, c'est une langue que j'utilise beaucoup parce qu'avec même certaines personnes voilà, qui viennent de différents pays, qui sont très à l'aise en français, il peut arriver que l'usage de l'anglais, des fois, soit tout de même privilégié. Pour donner un exemple, il y a quelques années, j'avais un ami du Moyen-Orient qui vraiment parlait très 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 bien français, mais régulièrement, lorsqu'on avait certains sujets plus spécifiques ou plus sérieux, naturellement, on basculait sur l'anglais parce qu'on était plus à l'aise parfois pour avoir ces conversations-là, justement en anglais. D'accord. Donc, dis-nous tes premières impressions à l'arrivée dans ce pays d'Asie du Sud-Est où tu es allé. Oui, alors, première chose, au petit matin, en arrivant à l'aéroport, première chose que je me suis dit, il fait chaud. Puis en arrivant un peu plus en ville, je me suis dit, waouh, c'est grand. Et j'étais vraiment impressionné. Alors le premier jour, il faisait plus de 30 degrés et en fait, c'était pas vraiment exceptionnel parce que c'était comme ça tous les jours là-bas, mais avec beaucoup d'humidité. Donc j'avais qu'une envie, c'était d'aller prendre une douche, puis d'admirer les gratte-ciel, les immenses gratte-ciel que je pouvais voir depuis le toit de ma résidence. Et par rapport à ça, lorsque je suis revenu en France, j'avais l'impression que tout était vraiment petit, même en région parisienne, par exemple. Hmm, impressionnant. Alors, qui sont les personnes que tu as rencontrées là-bas et qui ont étudié avec toi? Alors ça a été une belle découverte, une grande surprise en voyant la diversité des personnes avec qui j'ai pu apprendre l'anglais. Je me suis retrouvé avec beaucoup de personnes du Moyen-Orient, mais aussi des personnes de différents pays d'Asie comme la Thaïlande, la Corée du Sud, le Japon. C'était une vraie joie de pouvoir rencontrer des personnes de tant d'arrière-plans différents. Hmm, oui, quelle diversité. Alors, quelle différence avec la culture française dans tes interactions? Alors, en tant que Français, j'ai découvert une dynamique de groupe que je ne connaissais pas.
enfin, en tout cas, que j'avais jamais expérimenté avec une telle intensité. Euh, à titre peut-être même plus personnel, c'est plus habituel pour moi de vivre des relations en un à un, de construire mes amitiés en un à un, où on va passer du temps de qualité à, voilà, soit faire des activités ensemble ou à avoir plus d'espace pour parler. Mais dans le contexte où j'étais, ça, c'était vraiment plus l'exception que le- le- la règle, parce que vraiment, c'était rare d'être seul avec des gens. On était très souvent dans des groupes et des groupes plutôt grands. Et même quand on se retrouvait en un à un, très rapidement, une heure et demie plus tard, d'autres personnes arrivaient avec de la nourriture pour que le groupe se reforme et qu'on continue, voilà, dans une dynamique de groupe. Et on était régulièrement à chercher des consensus aussi. Ça a amené de longs échanges, de longues délibérations pour savoir ce qu'on allait faire en tant que groupe, pour décider ce qu'on allait faire, ce qu'on allait manger. Et parfois, après avoir longtemps discuté et s'être mis d'accord, finalement, on faisait autre chose. Alors ça pouvait être voilà, des discussions pour savoir si on allait dans ce restaurant ou celui-ci, pour savoir si on allait manger plutôt des burgers, des sandwichs, si on allait faire cette activité ou celle-ci. Ça pouvait prendre pas mal de temps. Il y avait des avis contraires qui étaient donnés, parfois des arguments, parfois, il faut dire, un peu d'agacement exprimé par certaines personnes. Mais vraiment, tout le monde était consulté et on essayait d'avancer ensemble. Et vraiment, pour donner juste un petit exemple, ça a pu arriver quelquefois que pour se décider, par exemple, où on allait manger, la discussion était tellement longue que le temps de décider, par exemple, si c'était la pause de midi, ben, le temps de décider, en fait, la pause était presque finie. Donc, c'était de longues délibérations qui pouvaient être surprenantes si on n'avait pas l'habitude. Ah oui, j'imagine. Et toi, comment tu as vécu ça en tant que Français, dans le sens où bah, c'est pas habituel pour toi, comme tu as dit. Ouais, bah, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que une des raisons pour laquelle j'ai voulu voyager et qui faisait partie du projet global, c'est que je voulais voyager aussi en tant que disciple de Jésus pour rencontrer de nouvelles personnes avec des arrière-plans différents du mien. Et c'est quelque chose une chose sur laquelle j'ai voulu revenir régulièrement et me souvenir tout au long de ce séjour que je suis pas venu pour mettre en avant mon identité culturelle, ma manière de faire en tant que Français. Et vraiment, ça a eu un impact sur la manière dont j'ai voulu vivre les sorties, les rencontres, la manière de vivre. J'ai pas voulu mettre mes propres désirs en avant, mais plutôt apprendre et saisir les occasions qui m'étaient données pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, manifester l'amour de Jésus. Donc, je ne suis pas allé si loin pour montrer aux autres comment on ferait en France et encore moins pour montrer de l'agacement, de l'impatience si les choses ne se passent pas selon mes propres critères ou d'une manière qui me semblerait fluide. Mais voilà, j'ai voulu vraiment, j'insiste là-dessus, voyager en tant que disciple de Jésus. Et d'autant plus que rapidement, je me suis quand même rendu compte qu'un témoignage ouvert, direct, ça serait difficile dans le contexte dans lequel j'étais. Mais Dieu m'a vraiment encouragé à aimer mes amis patiemment, fidèlement. Et je peux parler d'une journée toute particulière qui était, je pense, assez rapide après mon arrivée, peut-être deux, trois semaines après. On avait prévu une sortie. Et pour tout dire, lors de cette journée de sortie, tout n'a été que contretemps. On a vécu un contretemps après l'autre. Donc on voyageait à 10, 15 personnes peut-être. Et une bonne partie du groupe, la moitié du groupe, est arrivée en retard au rendez-vous. Donc un retard qui nous a retenu un peu une bonne heure, je pense. Donc ensuite, le temps de nous rendre à un lieu où nous pouvions prendre des bus pour rejoindre notre destination. On est arrivé, il s'est avéré que les bus étaient complètement remplis. Et donc nous avons de nouveau attendu une heure là où nous étions, sans vraiment savoir ce que nous allions faire, à chercher des solutions. Et finalement, on a été amené à prendre des taxis, ce qui a amené un léger surcoût
dans nos activités. Et on a fini par arriver dans un endroit qui était tellement rempli, tellement... euh, ouais, c'était surpeuplé, c'était un jour férié en fait. Et c'était tellement rempli que nous sommes finalement arrivés à notre destination dans laquelle nous voulions passer la journée entière, 30 minutes avant la fermeture euh, de ce lieu. Et donc, on n'était pas au bout de nos surprises parce qu'à ce moment-là, la moitié du groupe qui avait été même en retard le matin nous annonce que pour eux, c'était l'heure d'aller prier. Donc, résultat, on s'est retrouvés à ceux qui n'allaient pas prier, à attendre nos amis pour au final vivre cette journée euh, simplement pour aller dans un restaurant qui était sur place, qui était, pour tout dire, plutôt cher et même un peu kitsch. Mais vraiment, c'était pas habituel pour moi de vivre ce genre de dynamique. Mais tout au long de la journée, vraiment, je priais et je demandais à Dieu de m'aider à manifester de l'amour, de la patience, de la grâce envers mes amis, de vraiment de pas les mettre dans l'embarras, de pas montrer que, voilà, enfin, certains dans le groupe montraient de l'agacement, par exemple. Moi, je voulais vraiment montrer autre chose. Il y a plusieurs reprises, j'ai pu signifier à mes amis que j'étais heureux, j'ai pu montrer que j'étais même enjoué de vivre ce temps-là et que ce qui comptait pour moi, c'était d'être avec eux, d'apprendre à les connaître. Et je pense que ça a marqué certains qui m'ont demandé comment c'était possible d'être dans une démarche d'amour comme ça. Et donc vraiment, j'étais reconnaissant, même si c'était inhabituel de pouvoir vivre ça d'une autre manière que ce que beaucoup de personnes auraient pu vivre naturellement. Merci pour ce témoignage. Waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment une situation qui sort de l'ordinaire. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion quand même d'avoir une rencontre en un à un pendant ton séjour? Et si ça a été le cas, comment ça s'est passé? Alors oui, c'est arrivé, même quelques fois, je peux dire. Et, et à chaque fois, c'était des temps privilégiés. Parce qu'il faut quand même dire que même si les amis que j'avais sur place étaient pour la plupart issus de cultures très communautaires, ben, il arrive que certains d'entre eux aiment quand même avoir du temps un peu à l'écart pour aborder d'autres sujets, pour exprimer certaines choses qu'on a plus de mal à exprimer en groupe. Et même si ces temps ont été rares, ça a vraiment été des temps précieux. Et je le dis d'autant plus que pendant tout le séjour, le fardeau que j'avais pour mes amis, l'envie de pouvoir partager des choses importantes et notamment partager d'une certaine manière ma foi n'a fait que grandir pendant tout le long du séjour et je priais régulièrement Dieu pour cela et parfois j'avais l'impression de ne pas avoir tant d'occasions que cela, même si je suis sûr que même quand je ne les voyais pas, elles étaient là et que Dieu était à l'œuvre, même dans le cadre de nos relations, plus que j'en avais conscience. Mais Dieu a aussi vraiment permis notamment une semaine avant mon départ, que j'ai un temps très particulier avec un ami et un autre étudiant avec qui on était dans la même classe, dans le même groupe de langue. Et on a pu manger au restaurant ensemble, tous les deux. Et en fait, suite à ce repas, j'avais d'autres projets pour la suite de la soirée. Je pensais encore aller rencontrer d'autres personnes, rendre visite à d'autres personnes. Mais au moment d'arriver au dessert, il a vraiment commencé à me poser des questions sur ma foi. Il voulait savoir ce que je croyais. Il m'a même demandé qui était Jésus pour moi, parce qu'il savait que j'étais chrétien. Et suite au dessert, après ce temps-là, il lui-même devait aller prier. Et vraiment, pendant qu'il est allé prier, j'ai changé mes projets. Et je me suis dit, en fait, que voilà, j'allais passer la suite de la soirée avec lui parce qu'il avait vraiment envie d'aller plus loin dans la discussion, de continuer ça. Et c'était assez fort. Lui-même, il a pu dire que c'était une première fois pour lui d'être dans un pays avec plus de diversité religieuse et culturelle et que ça le questionnait, ça l'amenait à se poser des questions qu'il ne s'était pas posées auparavant. Et il a vraiment dit que, voilà, en étant dans une classe avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes croyances que lui, qui ne croient pas ce que lui croit, ça l'a amené à se poser notamment de la question de la vie après la mort, de la destinée éternelle pour ces personnes qui ne croient pas la même chose que lui. Et il a dit en même temps
qu'après s'être posé ces questions-là, il pouvait maintenant en parler avec un vrai croyant comme moi. Donc j'étais assez flatté que même si nous ne partagions pas la même foi, il me voyait comme un vrai croyant. Et pour tout dire, je pense vraiment avoir été le premier chrétien qu'il a rencontré de sa vie. Et j'étais le premier à pouvoir lui partager justement ce que croient les chrétiens. Il était vraiment heureux de pouvoir discuter et entendre cela. Donc ça, c'était vraiment un temps particulièrement fort. Et je dois dire aussi par la suite que j'ai pu réaliser que, à travers des choses qui semblaient vraiment anodines, insignifiantes sur le moment, ben, ont été aussi source de questionnement pour d'autres de mes amis avec qui j'ai pu rester en relation et dans des échanges par la suite aussi. Merci. Alors, toi, en tant que disciple de Jésus et en tant qu'occidental aussi, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une personne qui envisagerait de découvrir la mission dans ce contexte particulier du voyage linguistique? Bah, j'aurais vraiment envie de dire, si je parle avec le cœur, foncé, mais en même temps, je dirais parce que vraiment un projet comme celui que j'ai vécu, cette démarche-là, je pense qu'il y a quelque chose de relativement simple, dans le sens où il y avait quand même un encadrement. Je suis arrivé dans un pays où je ne connaissais pas grand-chose et presque, enfin pour ainsi dire personne, mais il y avait quand même un accueil, un encadrement et je n'avais pas à me poser la question de ce que je ferais au quotidien puisque j'étais dans une démarche d'apprentissage de la langue et en même temps avec beaucoup de temps libre aussi pour pouvoir construire et développer de belles relations. Donc je dirais j'encouragerais vraiment des personnes à envisager cela parce que c'est très simple et en même temps, ça peut vraiment ouvrir des portes inattendues vers des personnes, des communautés, des environnements auxquels on ne penserait même pas pouvoir avoir accès, on ne penserait même pas pouvoir entrer en relation. Et dans ce contexte-là, c'est vraiment très facile de le vivre. Donc, je voudrais vraiment encourager peut-être de jeunes chrétiens qui sont un peu affermis et qui ont cette question de savoir, ben, tiens, comment être disciple de Jésus dans un contexte différent, d'envisager de partir peut-être à deux, trois, pour une période de quelques mois. Je crois vraiment que c'est très simple et ça peut vraiment avoir un impact à la fois sur soi et sur les personnes qu'on peut être amené à rencontrer. Merci beaucoup, Daniel, pour ton partage. Un projet d'envoi de binôme qui partirait dans un voyage semblable au tien est envisagé à compter de l'année prochaine, 2027. Alors là, je m'adresse à nos auditeurs. Vous êtes peut-être responsable d'église ou bien vous êtes un jeune chrétien, une jeune chrétienne affermie qui envisageait d'intégrer un projet comme celui-là dans le cadre d'un voyage linguistique. Alors n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous par email à contact.link.podcast@gmail.com. Alors contact.link.podcast podcast @gmail.com et nous ferons le nécessaire pour transmettre votre demande. Et à vous qui n'envisagez pas de partir, je vous invite à prier que le maître de la moisson envoie des ouvriers, des jeunes de France, dans cette moisson en Asie du Sud-Est, auprès de peuples qui n'ont pas accès facilement à l'Évangile. Encore merci et au revoir. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode en français, le lundi 23 février, où nous aurons l'occasion d'écouter l'histoire de Sophie qui a étudié en Argentine. La semaine prochaine, l'épisode sera en anglais et ce sera au tour d'Élise de nous raconter ses aventures en Irlande, en Allemagne, au Royaume-Uni.